Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous présenter ma review de l'épisode 93 de Dragon Ball Super, un épisode qui a énormément fait parler de lui ces derniers jours, ces dernières semaines, et même ces derniers mois grâce à tous les spoilers qu'on avait déjà. Vraiment, la Fibroly était annoncée depuis un très très long moment, je pense que ça a été une surprise pour personne de l'avoir. Et si vous voulez, les devins sur internet, il y a un truc qui me dérange. Alors chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de parler de ce qu'il a envie, etc. Il n'y a aucun souci, je respecte la liberté des gens, et c'est pas à moi de dire aux autres ce qu'ils ont à faire ou pas. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que tout le monde parle de la même chose dans l'épisode, ou parle de 2-3 petites choses, voilà, un peu partout on retrouve les 2-3 petites choses qui sont abordées. Alors d'accord, elles sont majeures, la transformation, SCJL, les clins d'œil à Broly et compagnie, mais l'épisode 93 n'était pas que ça, et tant mieux. Heureusement qu'on avait quelque chose d'autre à se mettre sous la dent, mais malheureusement, ailleurs sur internet, on n'en parlait pas. Je parle pas uniquement de YouTube, je parle aussi, voilà, des discussions entre fans sur les forums, etc. Et du coup, dans cet épisode 93, on a eu un début d'épisode assez prévisible, honnêtement. Toute la discussion pour en arriver à convaincre sur le fait de recruter Freezer, etc., le fait que la Team Z allait dire non puis allait dire oui, on s'en doutait. Le truc, c'était comment, vous savez, ils allaient passer d'un côté à l'autre. Et c'est ce truc-là déjà qui m'a marqué en début d'épisode. Vous, spectateurs et abonnés de ma chaîne, vous avez été nombreux à m'en parler en zone commentaire, mais bizarrement, dans les forums et tout ça, on n'en parle pas beaucoup alors que c'est important. Et le peu de fois où on en parle mal. Je vais vous expliquer. C'est quand Whis a fait comprendre qu'il était plutôt nécessaire de recruter Freezer, ou du moins de recruter des gars forts, car Whis s'est dit qu'il ne connaît pas grand-chose des autres univers. J'en doute un petit peu, parce qu'il était très bien au courant des Metalman de l'univers 6. D'accord, vous allez me dire, l'univers 6 et 7 sont jumeaux, donc peut-être que Whis connaît parfaitement l'univers jumeau, mais pas les autres. Honnêtement, si vous voulez mon avis, tous les anges connaissent à peu près tout sur tous les univers. Je pense que ça fonctionne comme ça, mais que c'est dans le caractère de Whis de pas en révéler trop. Whis, en gros, c'est un peu un cachotier, il a toujours ses secrets, etc. Et je pense qu'il continue d'en faire. Et en plus d'aimer les secrets, Whis aime bien se moquer de Beerus, et il l'a fait une nouvelle fois. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais dire parce que j'ai la trad exacte et elle a été déformée par énormément de monde. Donc, Whis dit qu'il y a un univers dans lequel il y a un mortel qui serait capable de battre un Akaishin. Alors, on va s'arrêter sur cette phrase-là et après je vais vous parler de la suite. Dans cette phrase-là, il ne nous est pas dit que ce mortel-là est capable de battre le Akaishin de son univers à lui. Oui, c'est dit que ce mec-là est capable de battre un Akaishin. J'espère que j'ai été clair. La manière dont on parlait Whis, ça laisse beaucoup plus de mystère que ce que j'ai lu sur les groupes Facebook, les pages Twitter, etc. dans lesquels les gens disaient « Il y a un mortel qui a défoncé son propre Akaishin de son univers ». Non, ce n'est pas ça. Enfin, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, Whis n'a pas dit ça. Donc, faut en rester à ce qu'a dit Whis. Je pense qu'on est d'accord. Et vous allez me dire pourquoi Saikyo, tu nous emmerdes avec ça? Eh bien, tout simplement, parce que si l'on s'en fie à ces sous-titres officiels qui sont créés par la Toei Animation eux-mêmes et fournis à des sites d'animés officiels aux États-Unis comme Crunchyroll, eh bien, on est tous d'accord que les Akaishin ne sont pas du même niveau de force. Ils ont sûrement tous le Akai qui doit fonctionner à peu près pareil pour tous, mais en termes de niveau de puissance brute, de vitesse, etc., de réflexe, je pense en tout cas, et je pense que la grande majorité d'entre vous pensent pareil, que les Akaishin ne sont pas au même niveau si on les faisait se combattre. Ils doivent tous avoir un niveau de fou, clairement. Probablement tous supérieurs au niveau de Goku et Seiji God de l'arc Battle of God. Je pense qu'on peut partir sur au moins ça, pour pas qu'il soit trop ridicule, on est d'accord. Eh bien, imaginez que dans un univers, il y a un Akaishin qui, par exemple, son niveau maximum, on va dire que c'est celui de Goku et Seiji Blue actuel, sans Kaioken. C'est quand même pas mal, on est d'accord, le Seiji Blue de Goku. Eh bien, parmi les univers, il y aurait un mortel capable de battre Goku, capable de battre ce Akaishin. C'est juste un exemple, il n'a pas été dit que le Akaishin en question avait le niveau de Goku et Seiji Blue, etc. Voilà, c'est juste une idée que j'essaie de faire passer en tout cas. Et là où je veux en arriver, c'est que tant qu'on connaît pas le niveau du Akaishin que ce mortel est capable de battre, ça sert à rien de trop s'affoler. Et après, bien sûr, on a une phrase plus intéressante qui nous donne un petit indice de la part de Whis, qui tout en se moquant, rappelez-vous bien que Whis était en train de se moquer de Beerus, comme il aime le faire très souvent, le tourner en dérision, le rabaisser, et il dit que le Akaishin qui s'est fait battre par le mortel avait gagné contre Beerus. Et là aussi, cette phrase a été énormément détournée sur internet. Le peu de fois où on a parlé de ça, 90% du temps, ça avait été mal interprété par la personne qui en parlait sur le forum. Sur le forum ou sur la vidéo, sur le site, peu importe. Ce n'est pas le mortel qui s'est confronté à Beerus, mais c'est le Akaishin qui se fait battre par le mortel qui a battu Beerus. Voilà, on est bien d'accord. Il n'y a pas eu de confrontation directe entre Beerus et le mortel en question dont parle Whis. Et Beerus répond à ça que c'était simplement un bras de fer auquel Beerus a perdu. Beerus admet sa défaite, mais a un bras de fer. Alors, le fait que Beerus perde un bras de fer, déjà, ça commence à rendre la situation un petit peu plus ridicule que prévu. Alors, vous allez me dire, pour battre Beerus au bras de fer, c'est que déjà, faut en avoir. On est d'accord, ça, on est clairement d'accord.
Ce mec a battu Beerus au bras de fer, sachant que Beerus n'aime pas perdre, il doit avoir une très très bonne puissance brute. Mais après, est-ce que la puissance brute fait tout? Clairement non, et ça nous a été expliqué à plusieurs et montré à plusieurs reprises, surtout dans l'anime Dragon Ball Z et le manga Dragon Ball, les 42 tomes de base. Un des exemples les plus populaires, c'est bien sûr Mirai Trunks en SSJ Dai Sandankai avec les énormes muscles. Cette transformation qui donne une musculature et une force qui va avec extraordinaire, eh bien, s'est avérée totalement inutile. Et Perfect Cell s'est promené face à lui. Alors que si Mirai Trunks à ce moment-là avait eu aussi la vitesse qui va avec, il aurait sûrement pas battu Perfect Cell parce qu'on a vu qu'il se retenait énormément, mais quand même, il aurait été capable de faire en sorte que Cell soit poussé dans de plus hauts retranchements. Vous voyez, on est bien d'accord encore une fois. Donc tout ce qui nous a été dit, je pense que c'est pour nous teaser sur pas mal de choses. Et j'ai vu pas mal de monde parler de Jiren. Alors la théorie de Jiren est sympa, mais le problème c'est que pour moi ça ne colle pas vraiment avec le personnage. Même si on connaît pas bien Jiren, on voit qu'il est adepte de la méditation, de choses tranquilles, etc. Normalement quand vous méditez, bon, Dabura c'était un cas spécial, mais hors Dabura, quand vous méditez, normalement c'est quand même pour trouver une sorte d'apaisement, pour avoir une certaine ouverture d'esprit vers votre monde, etc., qui n'est pas accessible à tout le monde. Et pourquoi un gars comme ça, qui essaye d'élever son esprit, se rabaisserait, entre guillemets, il n'y a rien de rabaissant à faire un bras de fer, mais vous m'avez compris, se rabaisserait à des petits jeux comme ça, des enfantillages, à faire le bras de fer avec son Akaishin. Donc vous allez me dire, Saikyo, ce que tu nous dis, c'est pas une preuve de fou, oui, mais en même temps, on n'a pas de preuve de fou pour prouver l'inverse non plus. Et pour le moment, ça reste que de l'intuition, mais je ne pense pas que Jiren soit le mec qui soit capable de battre un Akaishin, peu importe lequel des Akaishin. Je pense que pour le moment, et on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est pour ça que je m'explique pas trop, que le niveau des dieux de la destruction n'est toujours pas atteint dans Dragon Ball Super à l'heure actuelle, même par Goku SSJ Blue Kaioken, je maintiens que non, il n'est pas au niveau de Beerus, et que ce niveau-là de Akaishin va être atteint durant le tournoi du pouvoir, avec les power-up à venir, etc. Jiren aura sûrement un power-up, Goku va avoir très sûrement un power-up aussi, du Gohan, du Vegeta, voilà. Je pense que le niveau de Akaishin va être atteint juste un petit peu moins, un petit peu plus, voilà, durant l'arc du tournoi du pouvoir, et que l'on vient de nous faire du foreshadowing. En gros, foreshadowing, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste quand on vous dit une phrase un peu bateau comme ça dans une œuvre, dans une histoire, etc. Et nous, les spectateurs, on croit que c'est sans importance, mais en fait, 2-3 arcs plus tard, pour parler de manga, eh bien, ça va être le truc principal, vous voyez. Un peu comme cette histoire de 12 univers, du tournoi du pouvoir, etc. On nous en avait parlé vite fait comme ça, mais ça n'était jamais vraiment venu sur le devant de la scène. Avec l'arc Mirai Trunks, on commençait à oublier, le tournoi du pouvoir qui commençait un petit peu à s'effacer, et d'un coup c'est revenu. C'est pas vraiment ça, mais en gros dans l'idée, voilà, c'est pour vous faire comprendre. Par exemple, quand on nous a parlé des 6 univers détruits par Zeno, je pense aussi que c'était du foreshadowing et que ça sera utilisé bientôt dans la série. Et là, je pense que c'est la même chose que Whis vient de faire, enfin la Toonimation a fait ça grâce à Whis, nous faisant comprendre qu'il y a un mortel quelque part qui est capable de battre un Akaishin. D'ailleurs, il n'a pas été précisé si ce mec-là, dans les sous-titres officiels, faisait partie des univers qui allaient se battre au tournoi ou pas. Vous savez que Whis joue énormément sur les mots quand il parle, donc au final, il se pourrait que ce mortel-là, qui est plus fort qu'un Akaishin, ne participe pas à ce fameux tournoi du pouvoir, mais qu'il entre en scène d'une autre manière. Donc pour moi, cette intrigue-là autour du mec qui est plus fort qu'un Akaishin, et qui serait soi-disant plus fort que Beerus, arrivera plus tard dans la série, je pense. Ça fait un petit moment sur la chaîne que, surtout dans les lives, où je dis que d'après moi, il y aura entre 1 et 2 arcs après le tournoi du pouvoir, et je pense que c'est en train d'être confirmé. Et je pense que justement, l'arc qui finira Dragon Ball Super ne sera pas un truc aussi fou et spécial, vous savez, qu'un tournoi du pouvoir, les dieux qui s'amusent avec les mortels. Je pense que ce sera quelque chose de plus classique, vous savez, un peu comme Cell, Freezer, un gars qui débarque, qui est surpuissant, qu'il faut taper. Je pense qu'on reviendra aux origines de la série, enfin du moins de Dragon Ball Z pour l'animé, pour conclure justement tout ce scénario-là et redescendre un peu dans les folies, les univers, les multivers, enfin bon voilà. Bon, on progresse dans l'épisode et on voit qu'il y avait un espion qui était caché ici. Il nous aura été révélé par la suite de l'épisode qu'il provient de l'univers 4. Si je dis pas de bêtises, de mémoire c'est Gonasu ou Ganosu, je sais plus, je confonds à chaque fois que je vais en parler, peu importe. En tout cas c'est pas Goasu, ça c'est sûr. Il est en train de photographier les mecs qui dansent la samba. Et Goku finit par débarquer chez le roi Enma. D'ailleurs, vous savez, voilà, quand je vous disais en début de vidéo que tout le monde parle des mêmes easter eggs, etc. Des easter eggs, il y en a eu des tonnes, vraiment des tonnes. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, ça peut se faire, si j'ai le temps et un PC qui marche. Les clins d'œil, vous savez, qu'il y a eu lieu dans cet épisode 93. Par exemple, avec celui du roi Enma, si vous comparez à chaque fois chaque apparition du roi Enma, le gardien là, de la porte du monde des morts, on va dire, dans Dragon Ball Z, vous verrez que à chaque fois son bureau n'est pas designé de la même façon. On a l'impression que l'ambiance est la même, mais les éléments ne sont soit pas forcément posés au même endroit, les fleurs ne sont pas les mêmes, le téléphone n'est pas posé pareil, les crayons dans le pot ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a pas mal de choses à chaque fois. C'est un easter egg qui avait déjà été révélé à l'époque de Dragon Ball Z, et c'est confirmé, les mecs de la Toonimation continuent de jouer avec ça dans Dragon Ball Super. Mais forcément, comme c'est pas une transformation de Broly avec des éclairs
le roi Enma n'est pas en train de se transformer en mode Broly, la plupart des gens s'en foutent. Mais Dragon Ball, c'est beaucoup de choses et c'est pas juste des transformations et des éclairs. En tout cas, pour moi, c'est vraiment énormément de choses. Je vous en parlerai dans la vidéo FAQ qui est prévue pour dans pas très longtemps, de tout ce que peut représenter Dragon Ball pour moi, etc. De tout ce qu'a apporté Dragon Ball et de comment je vis Dragon Ball justement. Je vous expliquerai tout ça, mais poursuivons sur cette review de l'épisode 93. Alors suite à une discussion, quelques hésitations et tout ça, le roi Enma finit par valider justement le fait que Goku va aller voir Freezer pour s'entretenir avec lui. Il était normal que le roi Enma doute des paroles de Goku, même s'ils se connaissent plutôt bien. En même temps, dans la vraie vie, si un ami débarque chez vous un peu bizarrement comme ça, sans avoir prévenu, et vous racontez n'importe quoi, attention, il y a un gros danger qui arrive, bon, vous allez le croire parce que c'est un ami, mais en même temps, vous allez douter, vous voyez, c'est un peu ça. Et par contre, là où il y a eu une sorte de paradoxe, on va dire, dans ce qui a été dit entre Goku et Enma, c'est que Goku nous dit que Freezer voudrait sûrement participer au tournoi du pouvoir parce que ça le dérangerait d'être ressuscité et que le monde de l'univers 7 n'existe plus. Déjà ça pose problème parce que le monde des morts et le monde des vivants font partie de l'univers, ce n'est pas séparé. Donc, si vous détruisez l'univers 7, vous détruisez aussi son monde des morts. Et bien justement, le paradoxe est là parce que ça nous a été confirmé dans l'épisode que si l'univers 7 pétait, le monde des morts aussi, vu que le roi Enma veut à tout prix sauver sa peau et que l'univers 7 ne soit pas pété. Donc vous voyez qu'il y a eu deux choses qui se contredisent qui ont été dites. Je sais pas si l'auto animation a bien réfléchi en faisant dire à Goku que Freezer n'aimerait pas que l'univers 7 soit détruit et être ressuscité dans le vide. Je pense qu'ils ont pas trop réfléchi avant d'écrire cette ligne-là, un peu dommage, mais bon. Alors bien sûr, après une transition rapide, on en arrive dans l'univers 6. Avec toujours une Saiyan de l'univers 6 que j'adore très particulièrement, c'est Caulifla. J'adore énormément le design. Je me répète par rapport à la semaine dernière, mais c'est clairement un personnage coup de cœur. Comme le Daishinkan a été un personnage coup de cœur dans cette série-là, Caulifla en est un aussi. Alors autant qu'elle, pour le moment, je suis pas fan du tout. Kiabe, j'aime bien, c'est pas mon personnage préféré, mais j'aime bien, le personnage est sympa. Et Caulifla, gros coup de cœur. En plus, elle a moins ce côté pacifiste, voilà, des Saiyans de l'univers 6. Elle est plus vive, elle est un petit peu plus énervée, elle est un peu plus colérique, etc. Comme les femmes Saiyans de l'univers 7. Le fait qu'elle soit sûre d'elle, sa doublure vocale aussi qui est parfaite, alors que la doublure de Kale, elle est bien, il n'y a aucun souci, mais il n'y a rien de fou. Alors que la voix de Kale, je trouve qu'elle joue super bien le rôle du personnage. Elle est vraiment à fond dans le truc. Bon, sinon comme prévu, Kale va tenter un essai de concentrer son ki au niveau de son dos. Je vois encore des personnes s'étonner du fait qu'il y ait des picotements dans le dos pour concentrer le ki, etc. Et c'est bien dommage que ces personnes-là n'aient pas vu ma vidéo sur le ki dans Dragon Ball et ma vidéo review de l'épisode de la semaine dernière, épisode 92, dans laquelle j'expliquais que le ki, en arts martiaux japonais et chinois, se concentre à différents points du corps, mais en 3 points majeurs qui sont la tête, le cœur et l'abdomen. L'abdomen, ça correspond avec le dos, clairement. Et il y a une autre chose qui fait rager les gens, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est que ces jeunes Saiyans-là de l'univers 6 puissent débloquer de nouvelles transformations, enfin, ou du moins maîtriser des transformations qui ont pris beaucoup de temps au sein de l'univers 7, comme Goku et Vegeta, pour les avoir. En début d'épisode, on a Caulifla qui nous remonte le Super Saiyan 1, on a Kale qui nous montre un équivalent du Super Saiyan légendaire, Kiabe qui n'a pas trop forcé non plus pour le SJ1. On va en reparler par la suite de l'épisode, mais on a Caulifla qui nous sort le Super Saiyan 2. Et ça gêne énormément de monde qui crie au scandale, comme quoi leurs légendes ont été brisées, etc. Mais un truc que je me dis, c'est que à peu près en gros, le Super Saiyan 1 a été dévoilé il y a, je sais pas, à peu près 28 ans, un truc comme ça en arrière, un peu moins de 30 ans en gros. Depuis, c'est normal que la série évolue. On avait compris que la série allait évoluer à ce niveau-là, les transformations allaient être beaucoup plus rapides et beaucoup plus généralisées, avec les Goten et Trunks qui les maîtrisent de manière très jeune. D'accord, il nous avait été sorti l'excuse qu'ils sont métissés, mais ça restait quand même une transformation de Saiyan acquise très jeune. Tout évolue dans la vie, les gens évoluent, l'espèce évolue, le monde évolue. Mais le pire, une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, et pourtant elle est super simple. Les Saiyans de l'univers 7, ils viennent de l'univers 7, et les Saiyans de l'univers 6, ils viennent de l'univers 6, c'est pas la même chose. Ils s'appellent Saiyan, mais c'est pas les mêmes. Ils ont évolué leur code génétique, j'arrête pas de le répéter, et j'ai une vidéo sur ça qui s'appelle « Les Saiyans de l'univers 6 ont-ils absorbé leur potentiel de Ozaru étant donné qu'ils n'ont pas de queue ?» Il a été dit clairement par Kiabe que les Saiyans de l'univers 6 ont perdu leur queue suite à une évolution génétique de leur peuple. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas y croire, et qui ne veulent pas accepter la chose. Pour eux, il faudrait que les Saiyans de l'univers 6 galèrent pendant 10 ans pour obtenir le Super Saiyan 1 suite à de nombreux entraînements. Mais là, on a affaire à une toute jeune génération de Saiyans, toute nouvelle. J'ai vraiment du mal avec toutes ces personnes qui ragent sur DBS par rapport à ce qui nous est proposé. Depuis des années ou des mois, tout le monde rêvait de voir de nouveaux Saiyans débarquer dans la série. Beaucoup rêvaient aussi, comme moi d'ailleurs, j'étais un des premiers à revendiquer ça, d'avoir une femme Saiyan qui arrive dans la série pour une fois, et Super Saiyan en plus. Et au moment où on l'a, les gens trouvent le moyen de rager dessus. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Il y a vraiment un truc, moi, sur lequel je suis pas d'accord, on va en parler, c'est par rapport à Kale, mais tout le reste, c'est vraiment cool. Et puis, on sait dès le départ maintenant que Dragon Ball Super va tellement vite. Vous avez vu, les différents arcs qu'on a eu, ils ont pas duré très longtemps à chaque fois.
L'arc Mirai Trunks, il a duré combien? C'était pas énorme, vraiment. Je crois que ça a même pas duré 30 épisodes pour l'arc Mirai Trunks, c'est vraiment très très peu. Je pense qu'il faut relativiser un peu les choses, accepter que l'univers de Dragon Ball évolue, et bien sûr les scénaristes s'arrangent, bien sûr Akira Toriyama s'arrange, tout comme la Toei s'arrange. Bien sûr que le faire des power-up rapides à tout le monde, ça arrange les mecs qui écrivent le scénario, mais il faut les comprendre en même temps. Un tournoi du pouvoir arrive, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre des années avant que les scènes d'Univers 6 évoluent? Non. Forcément, on trouve des astuces scénaristiques, ce n'est pas une arnaque, ce sont des astuces d'écriture pour justifier le fait qu'ils ont des pouvoirs que Goku et Vegeta au même âge n'auraient jamais pu avoir. Le fait que les nouvelles générations dépassent les anciennes, c'est un truc qu'on connaît nous dans la vraie vie, c'est un truc que les shonen, et en particulier les shonen neketsu comme Dragon Ball, Naruto, One Piece et tout ça, n'arrêtent pas de nous montrer, et une grosse masse de gens se mettent à critiquer des Saiyans d'un univers qu'on ne connaît pas. L'univers 6 nous est presque inconnu, et beaucoup de monde s'amuse à critiquer alors qu'on a des éléments pour expliquer pourquoi leurs power-up sont tout à fait logiques et normaux. De toute façon, je vous mettrai les liens en description des vidéos que j'ai fait sur ça, dans lesquelles justement je parle de ce potentiel énorme des Saiyans de l'univers 6. Je pense que ça devrait en intéresser pas mal d'entre vous. Je pense qu'au bout d'un moment, vraiment, faut arrêter d'avoir la tête dure, arrêter de vouloir critiquer tout ce qui se passe. S'il l'avait fait à l'ancienne, du genre il faut que les Saiyans 6 évoluent, etc., tout le monde aurait dit mais merde, il n'y a pas d'action dans DBS, c'était mieux DBZ. Donc à un moment, il faut être un minimum logique, il faut réfléchir un petit peu, utiliser son cerveau. Et justement, quand j'utilise le mien, la seule chose qui me dérange là-dedans, c'est le background de Kale. Son histoire de fond, on va dire. Son utilité même dans la série. Pour le moment, elle n'en a aucune. Mis à part d'être un hommage à Broly, un simple hommage, dans lequel on a eu des tas de clichés, je pense que j'ai pas besoin de vous les afficher à l'écran. Sur Twitter, Facebook, d'autres vidéos, ça a déjà tourné énormément. Les images, vous savez, les images comparatives, on coupe l'écran en deux, on vous montre Broly à gauche et Kale à droite, pour montrer qu'ils étaient dans la même position, qu'ils ont levé leur index à 4 degrés vers le nord, pour vous dire que c'est pareil que dans le film 8 de Broly. Ça, je pense que tout le monde l'a très bien compris, les mêmes phrases ont été prononcées par cette fille Kale et Broly, d'accord, mais moi, quand je vois ça, je me dis oui, c'est cool, le combat était super joli à voir, il y avait une action hyper dynamique que j'ai adorée, la qualité d'animation n'était peut-être pas aussi bonne que celle du film Broly de l'époque, et c'est dommage, mais voilà, c'était super plaisant, c'était super joli à voir. Moi, j'aime bien quand il y a des clins d'œil qui se basent sur la nostalgie, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui va ressortir et qui va faire du bien au scénario par la suite? Eh bien pour le moment, rien. Contrairement au tempérament, au caractère de Caulifla, le fait qu'elle soit représentative déjà d'une femme Super Saiyan et qu'elle ne ressemble pas à un homme comme Kale. Oui, Kale en mode Broly ressemble à un homme, elle ressemble à Broly, donc forcément elle ressemble à un mec. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus que Caulifla n'apportera pas à la série? Pour le moment, encore une fois, rien. Et pour moi, je reviens toujours sur la même idée que je vous raconte depuis des semaines, je sais que je dois vous saouler avec ça, mais je veux le faire encore une fois. Je pense que cette forme Broly ne restera pas et que Kale va évoluer vers une forme beaucoup plus affinée et athlétique qui nous avait été déjà révélée il y a 2 mois à peu près en arrière dans le magazine japonais V-Jump, et que à partir de là on pourra construire quelques trucs de plus. Parce que c'est bien beau, vous reprenez les scènes du film Broly, mais une fois qu'on les aura toutes repompées, qu'est-ce qu'on va faire avec Kale? Elle servira plus à rien, elle va se faire battre et c'est bon, on passe à autre chose et la animation ouvre les comptes en banque et nous on va acheter des figurines. Non, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Et bon, les devins, passons sur quelque chose, voilà, justement de beaucoup plus intéressant dans le scénario avec l'univers 4. Et ça, l'univers 4, personne n'en parle, c'est le côté espionnage. Le fait que Kitera montre qu'il a une sorte de rivalité avec Beerus, qu'il va vouloir exterminer Beerus, et il dit qu'il prépare un gros plan, en tout cas, contre Beerus, qui va visiblement cibler Freezer. Et justement, tout cet aspect-là, espionnage inter-univers et tout ça, ça c'est du bon. Ça c'est des choses qui mettent du piment au tournoi et qui font que tout ne va pas se passer tranquillement, parce que dès qu'un dieu va apprendre que l'autre l'espionne, ça va foutre la merde, forcément. Ensuite, on a eu encore quelque chose d'assez intéressant à se mettre sous la dent, la rencontre de Goku et de Freezer. Alors j'ai été plutôt étonné du fait que Freezer s'est tourné comme ça. D'ailleurs, cette rencontre-là, il y a eu un autre easter egg, un clin d'œil dont personne ne parle, et dont la plupart des gens s'en foutent aussi, mais moi je m'en fous pas. L'espèce de serviteur de Enma là, qui a mené Goku en enfer pour rencontrer Freezer, eh bien c'est le même qui avait mené Goku à l'époque sur la route du serpent et tout ça. Ça, ce sont des clins d'œil recherchés, parce que repomper les scènes d'un film, c'est entre guillemets facile à faire. Faut avoir le talent du dessin et de l'animation. Mais je veux dire, c'est gros comme un camion d'y penser. Mais des petits détails comme ça, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Ils auraient pu mettre un mec lambda et personne n'aurait vu que du feu, moi y compris. Mais en tout cas, ils ont eu l'esprit de le faire et ça, je trouve ça cool. Ensuite, on a la rencontre Freezer-Goku. Le début de rencontre m'a un petit peu choqué étant donné que Freezer n'était pas lui-même choqué de voir Goku. Ça l'a pas étonné, il a juste dit « Que fais-tu ici ?» avec une tête un peu même souriante et tout. C'était un peu spécial. Et on a compris alors qu'une grande discussion allait se lancer entre les deux. Puis, l'épisode a encore été entrecoupé de scènes
de combat de Kiabe, Caulifla et Kale, qui était un remix total du film 8 de Broly, aussi bien sur la couleur des attaques, le Omega Blaster comme on appelle dans les jeux vidéo, sur les attaques au corps à corps qui ont été faites, etc. Et je pense qu'il nous a montré une chose, et là je sais que je vais recevoir des tas de choses bizarres dans la zone commentaire après avoir parlé de ça, mais c'est pas grave, j'ai envie d'en parler, je vais pas me priver pour ça. Cette fameuse puissance de Broly, eh bien je pense que l'auto animation nous montre un indice. J'en ai déjà parlé en live, j'ai déjà donné mon avis là-dessus en live, je l'ai jamais fait en vidéo. Dans de très anciens lives, je vous avais dit que pour moi, la puissance de Broly, dans le tout premier film en tout cas, dans le film 8, elle est du niveau inférieur à Gohan Ado SSJ2, et à peu près équivalente en gros à du Cell parfait. Et que après, si on prend l'autre film dans lequel Broly apparaît, eh bien sa puissance serait, disons, supérieure au Super Saiyan 2, en gros, même si ça n'existe pas, mais du Super Saiyan 2,5, pour vous donner une image. Et justement, tout ça pour dire que les Broly égale du Goku Super Saiyan Blue, etc., pour moi, ça tombe à l'eau. Et même si cette fille Kale n'est pas à comparer avec Broly, on est bien d'accord, Kale et Broly sont deux personnages différents, ce n'est pas parce qu'elle a la même transformation que Broly qu'elle a la même puissance. D'ailleurs, il n'a été donné aucun nom à cette transformation pour le moment, ni SSJ Berserker ni SSJ légendaire. Le mode Berserker, c'est quelque chose qui avait été donné dans des spoilers en nous disant que Kale passerait en mode Berserker. Berserker, c'est pas pour le moment un nom de transformation, mais c'est un qualificatif, c'est tout. C'est comme si je vous avais dit Kale devient furieuse. On n'aurait pas dit que c'est le SSJ furieuse, voilà, ça revient au même. Et c'est vrai qu'elle a tous les traits du SSJ légendaire, mais libre à l'auto animation et à Toriyama d'appeler ça différemment dans Dragon Ball Super. On est dans l'univers 6 en plus. Mais donc, pour en revenir à ça, pour vous dire que moi je n'ai jamais cru à l'idée que Broly dans sa forme légendaire dépassait des personnages comme Goku SSJ 3, Goku SSJ God, Goku SSJ Blue, et qu'il leur était bien nettement inférieur, et que oui, sûrement Broly avait le potentiel, plus tard, au bout de tant d'années, par exemple s'il décidait de se mettre à l'entraînement, en sachant que Broly n'est pas le genre de gars qui a envie de s'entraîner, et bien que dans ce cas-là, avec du temps et tout ça, il pourrait sûrement dépasser Goku. Mais que dans l'état du film 8 à l'époque, je dis bien le film 8, il était du niveau de Cell parfait, ce qui était déjà énormissime. Et c'est cohérent face à la bande de Saiyan qu'il affrontait, qui était pour le moment loin du niveau de Cell parfait. Et quand je parle du niveau de Cell parfait, je parle du niveau maximum de Cell parfait. On a bien vu que pendant un très très long moment, Cell se retenait vraiment à fond, jusqu'à ce que Gohan SSJ2 commence à lui mettre une bonne raclée. Cell a fini par lui dire « Attends, je vais te montrer ma puissance max ». Et je pense que Broly était dans le film 8 d'un niveau à peu près équivalent à Cell dans sa forme maximale, sans retenue. Voilà pourquoi il défonçait très facilement des Super Saiyans de niveau 1. Et honnêtement, Cell parfait, s'il était tombé contre le Goku au tournoi, je pense que s'il ne s'était pas retenu, il aurait complètement éclaté Goku, tout comme Cell parfait a éclaté Vegeta. Il l'a éclaté sans forcer, on est bien d'accord. Eh bien, je pense que l'auto-animation nous montre que cette Kale a un niveau équivalent à l'idée de ce que je me faisais de Broly de l'époque, c'est-à-dire qu'elle a commencé à faire pas mal de dégâts à Kiabe en forme de base, cheveux noirs, ce qui est plutôt logique. Ensuite, Kiabe est passé en SSJ 1, et au corps à corps, il arrivait à esquiver les coups de cette fille-là. Il arrivait à lui en mettre quelques-uns, il a même fini par lui en mettre un plutôt sympa, qui a donné l'air de la faire souffrir plutôt pas mal. Ensuite, derrière, elle s'est reprise, elle a eu un regain de puissance pour massacrer Kiabe encore plus, et là, elle a fini par concentrer tout son ki dans sa main pour essayer d'en finir avec lui, et ce coup-là aurait sûrement grièvement blessé Kiabe. Je pense pas qu'il l'aurait tué. Et si cette fille-là, Kale, était du niveau d'un SSJ Blue ou au-dessus, elle aurait laminé Kiabe mais du premier coup. Voilà, vous voyez, c'est là qu'est la différence. Et en plus derrière, confirmation que cette fille-là, Kale, en tout cas, on va pas parler de Broly, mais que cette fille Kale est à peu près du niveau de Cell parfait, elle aussi, et bien Caulifla, pour pouvoir dévier l'attaque de cette fille-là, est passée en Super Saiyan 2, et elle a dévié l'attaque ultra facilement. Et pour faire une petite parenthèse sur ce que je disais tout à l'heure, comme quoi les gens sont choqués de voir les Saiyans se transformer si facilement, même le SSJ2 ne m'a pas choqué, pour Caulifla en tout cas. Il nous a été dit par Renzo lui-même, le capitaine des forces de défense de Sadara, qui est censé être super balèze d'après Kiabe, eh bien il nous a dit que sa petite sœur avait un potentiel plus énorme que lui-même. Sachant qu'on est dans l'univers 6, on n'est pas dans l'univers 7. Eh bien voilà, chez eux ça fonctionne comme ça, et ça arrange les scénaristes. Et je vous le dis, ils ont eu raison de le faire comme ça. Par contre, là où je créerai au scandale, c'est si Caulifla nous sort le Super Saiyan 3 dans le prochain épisode au tournoi, et qu'elle nous le sort sans aucune explication. Là, ça sera pas cohérent du tout, je suis d'accord. Même si on est dans un autre univers, etc., si elle nous sort un Super Saiyan 3 identique à celui de Goku, c'est-à-dire qui fatigue énormément, qui est censé demander une énorme réserve de ki, et même une réserve de ki quasi inépuisable, on va dire, histoire de pouvoir tenir la transfo, là, ça serait de l'abus. Mais là, on est sur des transformations qui demandent simplement d'avoir une énorme dose de ki en soi, un potentiel surdimensionné, et qui demandent un certain niveau de maîtrise. Et bien voilà, Caulifla va ravir les féministes, étant donné qu'elle maîtrise
maîtrise énormément son corps, elle maîtrise énormément son ki, et qu'elle peut arriver à ce stade de transformation si facilement, ça ne me dérange pas. On finit ensuite par en comprendre un petit peu plus sur cette transformation, pourquoi elle en est arrivée là, quelles ont été ses motivations, et en gros c'est parce qu'il y a une sorte de triangle amoureux réellement qui se crée. Kale est plutôt jalouse du fait que Caulifla se rapproche de Kiabe par la force des choses en lui criant dessus et tout ça, et ça l'énerve énormément. Et deuxième chose qui énerve Kale, c'est qu'elle soit considérée comme la petite protégée de Caulifla, et elle en a un petit peu marre d'être dans ce statut-là et qu'elle voudrait être elle-même et trouver un petit peu son indépendance. Alors bon, ça c'est discutable, c'est comme vous voulez, voilà, c'est des raisons qui représentent plutôt bien une fille adolescente, on va dire, sans rentrer trop dans les clichés. Et je me pose une question, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Kale est amoureuse de Kiabe ou est-ce qu'elle est amoureuse de Caulifla? La question se pose énormément. Alors vous allez me dire que les Japonais ont une certaine pudeur et afficher de l'homosexualité, ça risque de pas le faire et vous avez bien raison. Mais honnêtement, ça se pourrait bien. Et on a vu pas mal d'animés comme Bleach qui jouaient plutôt bien justement avec cet aspect lesbien et tout ça. Donc ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas en 2017 qu'il joue cette carte-là pour essayer de donner de la fraîcheur à la série. Ça plaira ou ça plaira pas à beaucoup de monde. Moi, du moment où ça reste respectueux, que ça devient pas hyper pervers, etc., ça me dérangera pas si ça tourne autour de Caulifla. Ça pourrait même être drôle, justement, que Caulifla se sente harcelé par Kale qui lui révèle ses sentiments et tout ce qui va avec. Et on a souvent comme ça, dans les séries qu'on regarde à la télé, les séries drôles et tout ça, des situations où il y a une personne qui tombe amoureuse d'une autre, mais l'autre n'en veut pas du tout. Et l'autre va se mettre à la coller, l'admirer et tout ça. Et c'est pas la première fois non plus dans une série, animée ou pas, des vraies séries qu'on voit à la télé, que ça soit une personne du même sexe qui tombe amoureux et qui tombe en admiration et qui n'arrête pas de la pourchasser. Ben voilà, peut-être que c'est un cliché homophobe, mais c'est pas moi qui fais les séries à la télé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça rajoute un côté drôle, que la personne se sente justement persécutée amoureusement par une personne du même sexe. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça à la télé depuis des années. Bon, on en a fini avec ces fameuses scènes de l'Univers 6 qui n'arrêteront jamais de faire parler d'eux. Et maintenant, on retourne sur le cas de Freezer. Une ambiance tout à fait différente et j'ai adoré la manière dont est tombé Freezer du cocon. Dès qu'il a été délivré, l'ambiance a tellement changé. Toute la discussion intéressante avec par exemple Freezer qui lui a fait genre je vais pas rejoindre le tournoi du pouvoir, si ça te fait chier, ben voilà, tant mieux. Et en fait c'était juste une blague. Freezer était même étonné de voir Goku partir si vite en disant allez ciao Freezer, c'est bon, on se reverra peut-être une autre fois. Et il lui a dit non reviens, je plaisantais. Et là la vraie discussion s'engage et Freezer lui dit que en gros son souhait c'est de revenir et d'être ressuscité. Et le deal pour le moment c'est que Goku va utiliser les Dragon Ball de la Terre pour ressusciter Freezer. Freezer ne veut pas du vœu de Super Shenron parce que il a compris que si l'équipe gagnait ça ne suffisait pas, parce que c'est le mortel qui gagne qui obtient un vœu. C'est-à-dire que si Krillin gagne, le vœu sera pour Krillin. Et il pourra le donner à qui il veut. Et Freezer veut être sûr que son vœu auprès d'un dragon, Shenron ou Super Shenron, sera pour lui et pas au compte de quelqu'un de la team de l'Univers 7. Ça lui change rien à son existence. Et du coup, les deux s'entendent sur les Dragon Ball de la Terre. Mais il y a un truc, dites-moi en zone commentaire, faudrait que j'aille vérifier, qu'il me semble que Freezer a oublié, c'est que Freezer a déjà été ressuscité par les Dragon Ball de la Terre, donc logiquement, il ne devrait pas pouvoir être ressuscité. Enfin, dites-moi, peut-être que j'oublie un détail, peut-être que Dende a remis la règle des Dragon Ball à zéro. J'ai pas vérifié avant de faire la review, je suis honnête avec vous, mais je pense que Freezer risque de se faire arnaquer sur ça. Je vous parlerai un petit peu plus justement de tous ces trucs-là par rapport à Freezer dans ma vidéo spoiler des épisodes suivants, 94 et suivants de Dragon Ball Super, qui va pas tarder à arriver sur la chaîne. Et Freezer nous dit une chose aussi intéressante en nous disant clairement qu'il peut devenir beaucoup plus fort et il se transforme en Golden pour montrer ça à Goku. Alors il n'est pas dit si son Golden a power up depuis. Goku ne dit pas ah tu es devenu plus fort ou quoi que ce soit, mais en tout cas Goku fait de gros sourires, donc le ki qu'il dégage doit vraiment lui plaire. Et en plus il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Pour le moment j'ai pas compris vraiment vers quoi ça nous mènerait, mais quand Freezer dit à Goku je sais que mon évolution te fascine. Donc est-ce que c'était pour lui faire comprendre à Goku que Freezer a la capacité de power up très très facilement et rapidement? Est-ce que c'était juste pour lui dire tu vois dans ma forme Golden je suis super fort? Bon, les sous-titres n'étaient pas bien clairs, enfin les mots qui ont été prononcés n'étaient pas bien clairs, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se trame avec l'évolution de Freezer, possiblement une évolution de Frost qui se calquerait sur Freezer, bon voilà. Je pense que Freezer va encore évoluer, ça m'a l'air très très probable en tout cas. Et Freezer nous fait du pur Freezer en posant une question et en disant est-ce que j'aurai le droit de tuer mes adversaires au tournoi du pouvoir? Et Goku lui dit que non et Freezer répond merde, dommage, bon je ferai sans. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Bon, au final, pour le moment, Freezer accepte de participer et Goku fait en sorte de s'arranger avec Baba la sorcière pour faire en sorte qu'elle donne une autorisation de 24 heures à Freezer de revenir dans le monde des mortels. On nous a parlé aussi du bouton des Zeno. Goku lui a dit
qu'il voudrait lui donner ça en échange pour la payer, on va dire, et elle finit par refuser parce qu'elle comprend que c'est un mauvais délire d'invoquer quelqu'un de si puissant que ça. Mais je pense que ce bouton-là, le fait qu'il nous ait montré que Goku l'a encore sur lui, qu'il ne l'a pas oublié à la maison alors que les Senzu les avaient vite oubliés dans l'arc Mirai Trunks dans l'anime, rappelez-vous, je pense que c'est pour nous faire comprendre qu'il l'aura encore avec lui, et du coup je pense que c'est aussi du foreshadowing pour nous faire comprendre que quelque chose va se passer avec Zeno, que le bouton va être dérobé à Goku, que quelqu'un va s'amuser à invoquer Zeno. Alors j'irai pas jusqu'à vous parler d'une prise d'otage, un mec qui l'invoque, qui attrape Zeno, qui dit bougez et je le défonce, mais je pense que quand même quelque chose dans ces eaux-là risque bien de se passer, surtout quand on est entouré de tordus comme Freezer. Et sinon l'épisode se conclut avec encore une fois une phase sur l'univers 4, on en a déjà parlé voilà tout à l'heure, et il nous reste un tout petit peu plus d'une heure avant que le tournoi du pouvoir ne commence. On voit que le ring est quasiment presque prêt en tout cas, et les devins on se voit très rapidement, je l'espère en tout cas, si j'ai toujours un PC qui fonctionne en ma possession, parce que vous savez que mon PC est en panne pour le moment, mais on se reparle très rapidement en tout cas pour, bien sûr pour ma review du futur de l'épisode 94 de DBS. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.